Donc, je ne citerai que ces derniers livres. En 2015, 2 livres, Utopie reviendras-tu et Croyance, réflexion sur cette certitude sans preuve. En 2016, une réflexion sur le concept philosophique de paix. Et en 2017, Du nouveau dans l'invisible. Alors là, il faut que je vous raconte une anecdote, c'est que quand nous l'avons reçu à RCJ, à la radio, pour présenter son livre Du nouveau dans l'invisible, Jean-Claude Carrière est arrivé et a dit « Est-ce que je dois parler de Balzac ?» Alors je lui ai dit « Non, là vous venez pour parler de votre livre. » Mais il était prêt à parler de Balzac. Toujours prêt. Et Balzac aussi. Bon, alors maintenant, il y a encore un autre élément qu'on ne présente pas, c'est le Père Goriot. Et pourtant, je vais quand même vous présenter le Père Goriot parce que tout le monde ne l'a pas présent à l'esprit. C'est un roman, vous le savez, de 1834, dédié à Geoffroy Saint-Hilaire, pionnier de l'influence du milieu culturel sur les espèces animales. Et Balzac se veut le Geoffroy Saint-Hilaire des espèces sociales et de leur adaptation à leur milieu. On trouve dans ce roman les grands thèmes balzaciens, l'arrivisme, incarné par Rastignac, le rôle décisif des femmes dans l'initiation des jeunes gens, la paternité, bien sûr, c'est le grand thème, à la fois sublime et dévalorisé, comme dans Le Roi Lear de Shakespeare. Et c'est surtout ce roman qui marque le grand tournant de la comédie humaine, puisqu'il inaugure le fameux procédé du retour des personnages, la grande innovation qui va faire de la comédie humaine la première série romanesque qui va inspirer toutes les séries filmiques et télévisées à venir, puisque Balzac y raconte l'arrivée à Paris du jeune Rastignac qui était déjà présent dans La peau de chagrin, et y présente Vautrin qui, avec Illusion perdue et Splendeur et misère des courtisanes, va devenir la colonne vertébrale de la comédie humaine. Donc il invente le retour des personnages, cette innovation technique majeure qui va révolutionner non seulement le roman, mais tous les arts à venir, les arts de l'image, le cinéma et la télévision. Le roman, à l'heure actuelle, fait tellement partie de l'imaginaire des lecteurs qu'on rencontre tous les jours des touristes au quartier latin qui viennent entre la rue Neuve-Sainte-Geneviève et la rue Tournefort pour chercher où se trouve la pension Vauquer. C'est fou l'appétit référentiel des lecteurs qui s'imaginent que tout a existé. Il faut dire que Balzac a écrit « All is true » et que tout le monde le prend au mot et croit que tout est vrai, effectivement. Moi, je sais où elle est. Celle du film, en tout cas, elle est en Roumanie. Elle est en Roumanie. Elle est en Roumanie. Bon, celle du film est en Roumanie. Ça, on va raconter l'histoire du film. Même les historiens, les géographes, les sociologues, les économistes traitent la comédie humaine comme un document, alors que tout de même, il s'agit de romans. De 1915 à 2004, une quinzaine d'adaptations du Père Goriot dans de nombreux pays, dont en France celle de Jacques de Baroncelli en 1921, celle de Robert Vernet en 1945. Et le cycle Vautrin continue à susciter l'intérêt des cinéastes, puisque, à l'heure actuelle, Xavier Giannoli est en train de travailler à une adaptation de la première partie d'Illusion perdue, et que le Nouveau Théâtre Populaire est en train d'adapter Balzac au théâtre tout l'été dans les environs d'Angers. Donc vous voyez que Balzac continue à alimenter l'inspiration des créateurs. Alors maintenant je vais poser à Jean-Claude Carrière la question des parties qu'il a choisies pour son adaptation. Mais il n'y a pas de... Nous n'avons rien éliminé. C'est-à-dire que quand on nous a proposé avec Jean-Daniel d'adapter le Père Goriot, d'abord j'ai dit je vais y jeter un coup d'œil, je vais le relire. Je l'ai pris à 8h du soir en me disant je vais le feuilleter pendant 20 minutes et je le laissais à 3h du matin. Je n'ai pas pu m'en sortir, je n'ai pas pu m'en séparer, donc il y a dedans cette puissance dramaturgique, même pas dramatique, mais dramaturgique qu'a Balzac et qui probablement n'appartient qu'à lui. On pourrait en parler en détail
pour certaines des scènes du Père Goriot. Donc c'est j'allais dire, un appui confortable de savoir que Balzac a pensé avant vous à ce qui pourrait arriver à Madame de Beauséant, etc. Il n'y a pas un personnage dans l'œuvre de Balzac, même quand il s'agit d'un domestique qui traverse une pièce à un moment donné, dont on ne connaisse l'histoire, le personnage et les problèmes. C'est ça qui fait l'extraordinaire et unique richesse de cet auteur. Alors, avant de commencer à parler de notre adaptation, il n'y a pas grand-chose à en dire d'ailleurs, nous l'avons fait avec les moyens de la télévision et de la meilleure façon possible, avec un Charles Aznavour formidable avec qui j'avais déjà travaillé. Il avait déjà joué un très beau rôle de juif dans Le Tambour de Volker Schlöndorff. Effectivement. Mais ce que je voudrais dire que peut-être vous ne le savez pas, c'est que quand nous avons créé la FEMIS en 1886, l'école de cinéma que j'ai présidée pendant 10 ans. 1986 quand même. 1900, oui. J'ai dit quoi, 1800. Ah ouais. Non mais vous croyez toujours au 19e siècle, vous. Non, je ne suis pas si vieux que ça. Et nous avons voulu créer une collection de livres concernant le cinéma. Et à ce moment-là, tout à fait par hasard, quelqu'un nous a proposé un livre d'Eisenstein, le grand metteur en scène russe, qui a été le premier à créer une école de cinéma au monde. La première a été celle de Moscou, qu'il a dirigée pendant plusieurs années. Donc nous avons, et par bonheur, un de ses élèves a pris des notes sur ses cours et ces leçons d'Eisenstein ont été publiées. Alors, vous savez comment ça commence, la première leçon. Il dit, voilà, c'est très simple. Nous allons prendre le Père Goriot. Oui, ce qui supposait déjà que les élèves connaissaient le roman de Balzac. Et nous allons prendre le Père Goriot, nous allons prendre une ou deux scènes du Père Goriot, et nous allons essayer de voir comment nous pourrions les mettre en scène au cinéma. C'est tout à fait fascinant. Et il a dit, prenons d'abord la salle à manger, où sont réunis chaque jour tous les pensionnaires de la pension Fokker. Et comment les plaçons-nous, étant donné ce qu'ils se disent, les regards qu'ils se jettent, s'ils doivent se baisser pour voir qui rentre à la porte, ils vont les prendre en même temps l'entrée de Rastignac. Donc tout de suite, il commence dans ce qu'on appelle vraiment la mise en scène. C'est-à-dire, il parle comme un vrai cinéaste. Vous voyez, il ne se pose pas de questions sur la psychologie des personnages ou qu'est-ce qu'ils pensent. Non, mais où on les met. Et il fait une chose très surprenante. Il dit, prenons d'abord la scène et disposons les personnages autour d'une table carrée, avec les sources de lumière, où sont placées les fenêtres, où est la porte de la cuisine, tout ça. Après ça, et ça dure longtemps, prenons une table ronde et voyons ce que ça change. On est en plein, déjà, on a été très étonnés avec Jean-Daniel quand on a lu ça, parce qu'on était en plein dans notre travail d'adaptation et de mise en scène. C'est-à-dire que le regard d'un cinéaste sur une œuvre littéraire, aussi célèbre soit-elle, et Dieu sait si le Père Goriot est connu, puisque tous les élèves d'Eisenstein étaient supposés le connaître, on voit qu'un autre œil intervient tout de suite pour placer les choses différemment. Non seulement on s'intéresse aux personnages, mais avant cela, à leur place, ils sont assis à côté de qui? Doivent-ils, pour parler à quelqu'un, se pencher, regarder en arrière? Tout cela est précisé d'une manière très, très étonnante. Et je voulais vous dire ça pour vous montrer à quel point une œuvre littéraire peut contenir quelquefois des éléments d'un autre langage qui n'existait pas encore à l'époque, le langage cinématographique. Nous sommes tous nés dans le 1er siècle qui a inventé de nouveaux langages, le langage du cinéma, de la radio, de la télévision, de l'enregistrement, de la voix et du son. Le 20e siècle sera le 1er siècle qui laissera des sons de lui-même, de son déroulement. Nous n'avons aucun son enregistré du 19e siècle, nous n'avons pas la voix de Balzac ni celle de Victor Hugo. Bon, mais donc il y a cette
exigence technique au départ, qui est très très précise et qui nous a beaucoup aidé avec Jean-Daniel à travailler. Ensuite, il y a qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'histoire? Qu'est-ce que ça raconte? Et moi, vous parliez tout à l'heure du fait que le Père Goriot est en effet le pivot. C'est à partir de là que la comédie humaine va se développer. C'est la première fois où Balzac conçoit l'idée de tout un monde organisé autour de personnages qui vont revenir, se rencontrer de nouveau, quelquefois se marier, se disputer, s'assassiner, etc. Donc, que raconte le Père Goriot? Et je me suis toujours posé cette question sans pouvoir y répondre. Comment un homme, il a 32 ans, Balzac, 33 ans, quand il écrit le Père Goriot, il n'a pas d'enfant. Comment un célibataire de cette époque-là peut-il connaître à ce point-là les sentiments paternels à l'égard de deux filles et les sentiments des deux filles à l'égard de leur père? D'où, c'est bien, il faut quand même admettre qu'il y a une part de génie chez certains individus, le génie étant ce que l'on sait sans l'avoir appris ou sans l'avoir vécu. C'est tout à fait étonnant la façon dont il parle dans le Père Goriot des rapports entre père et fille. Bon, il faut dire qu'il a 2 sœurs quand même, mais je ne crois pas que les rapports de M. Balzac père avec ses 2 filles étaient comparables à ceux du Père Goriot. Mais par exemple, je vous donne un exemple qui nous avait beaucoup... C'est un tout petit détail, mais c'est quelquefois dans le détail que le génie apparaît. Le Père Goriot raconte à Rastignac que ses filles, il leur a payé des belles voitures, des calèches avec ce qu'on appelait des équipages. Et que le soir, de temps en temps, il va aux Champs-Élysées uniquement pour les voir passer. Il s'assied sur un banc et comme lui-même est mal vêtu, il ne renouvelle pas ses vêtements, tout son argent, il le donne à ses filles. Il sait que s'il se montrait avec elles, il leur ferait honte. Donc il ne veut pas, ça va si loin qu'il ne veut pas passer pour leur père. Donc il reste assis sur leur banc et il se contente d'écouter les compliments que les gens qui sont assis à côté de lui, sur le même banc, font de l'équipage de ses filles chaque jour. C'est son bonheur, c'est son plaisir. Je trouve ça absolument extraordinaire. Même dans Shakespeare, je n'ai pas trouvé quelque chose d'aussi profond, d'aussi juste, avec cette phrase que j'ai trouvée quand je l'ai lue, quand je l'ai relue cette nuit-là. Il dit je suis là, je ne fais pas de bruit, je ne fais même pas de gestes pour qu'on ne puisse pas penser que je suis leur père. Je voudrais être le petit chien sur leurs genoux. Ça, c'est un détail qui, immédiatement, on dit ça, c'est génial. C'est parce que personne, aucun romancier, en tout cas pas moi, ou que je connaisse, y aurait pensé. Être le petit chien sur les genoux de ses filles. Et ça, c'est une de ces caractéristiques qu'a Balzac, quelquefois très très rapide. Vous savez qu'on se demande, beaucoup de gens se demandent, ils ont même fait des calculs, où Balzac a trouvé le temps de tout écrire, d'écrire tout ce qu'il a écrit. C'est comme le temps où Mozart a-t-il trouvé le temps d'écrire chacune de ses notes. On ne sait pas. C'est tout à fait mystérieux. Comme il y avait plusieurs Balzac. Aujourd'hui d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, il serait à coup sûr le plus grand scénariste vivant. Il vivrait naturellement à Hollywood, dans une grande Cadillac blanche décapotable, entourée avec un cigare et entouré de 3 ou 4 jolies blondes, et il aurait déjà claqué tout l'argent de ses 3 prochains scénarios. Ça, c'est sûr. Mais son imagination est à ce point étonnante. Je vais vous donner un autre exemple tiré du même livre, du Père Goriot. Rastignac est venu à Paris avec l'aide d'une de ses parentes, qui est une dame de l'aristocratie, qui s'appelle Madame de Beauséant. Beauséant, Balzac, on l'a souvent analysé, et même dans vos bulletins, joue souvent avec les mots. Beauséant, c'est les belles fesses. Hein. C'est Madame du beau cul. Si on sait lire entre le... Alors, cette Madame de Beauséant est très amoureuse d'un homme. Elle l'avoue à Rastignac un soir où elle donne
une très très grande fête chez elle, et elle l'amène, ça c'est très cinématographique, elle amène Rastignac au premier étage. Au premier étage, il y a un endroit d'où on peut voir d'un côté la salle de bal, où se trouve l'homme qui, oui ou non, va lui dire de venir avec lui, elle n'en est pas sûre. Et de l'autre côté, il y a une cour intérieure de l'hôtel particulier dans lequel attend un fiacre avec un cheval. Si l'homme ne lui dit pas de partir, elle prendra ce fiacre et disparaîtra à jamais. Ça, c'est un moment, alors que c'est un personnage secondaire, c'est un personnage qu'on voit très peu, Madame de Beauséant. On parle d'elle, mais on la voit très peu. Qu'il ait pris le soin d'aller jusque-là, d'aller jusqu'à imaginer, jusqu'à établir une situation dramaturgique aussi forte pour elle, et qu'elle le révèle à Rastignac pour son éducation dans le monde dans lequel il est appelé à vivre, ça aussi, ça m'a vraiment apparu tout à fait génial. C'est-à-dire que, contrairement à beaucoup d'auteurs, Balzac donne sa chance à chaque personnage. Il ne les abandonne pas. Il pense à eux. Il les a toujours dans ses poches. Il a toujours quelque chose à leur donner. Et quand il peut, il les amène à cette situation que vous imaginez, c'est un espace comme ça où d'un côté, il y a une vie de passion avec un homme et de l'autre côté, une fuite à la campagne où on ne parlera plus jamais de cette dame. Cette dame qu'il qualifie de niobé de marbre. Oui, niobé de marbre. Oui. Et moi, ce qui me frappe d'ailleurs, c'est la similitude de cette situation avec celle de la duchesse de Langeais au moment où elle s'en va au couvent. Oui. Elle attend l'heure. Il y a toujours cette pression du temps. Hein. Elle attend l'heure et quand l'heure sera passée, elle sait que Armand ne viendra plus et le fiacre l'attend aussi pour l'emmener au couvent. C'est la même situation. C'est ce qu'on appelle l'art dramatique. C'est l'art dramatique. Oui. Pour parler de la duchesse de Langeais, je ne sais pas, mais certains d'entre vous, non, mais je suis évidemment le doyen ici, mais j'ai vu autrefois un film avec Edwige Feuillère qui s'appelait La duchesse de Langeais. Oui, magnifique, mais totalement bidon. Je ne sais pas si vous vous rappelez. La scène de la duchesse de Langeais, où elle dit à Montriveau de la marquer au fer rouge, n'existe pas dans le film, a été coupée. C'est-à-dire que Balzac va quelquefois tellement loin que certains cinéastes ont coupé le meilleur de son œuvre. C'est comme si dans le Père Goriot, on coupait le petit chien ou on coupait ou Madame de Beauséant. C'est très étonnant comme un auteur du 19e siècle fait peur à des cinéastes du 20e. Comme si quelque chose dans ce qu'il a écrit allait trop loin pour nous. Oui. Parce que c'est à la fois tragique et mélodramatique. Donc arriver à combiner les deux, de nos jours, c'est très difficile. Oui, mais la scène du marquage au fer rouge... Oui, justement, c'est du mélodrame pur, ça, c'est le bello dans toute sa splendeur. C'est même... Oui, je ne dirais pas ça, mais bon... Non. Je ne vois pas dans une scène de mélodrame, non, une femme. Alors, bien sûr, on peut marquer des gens au fer, mais c'est la femme qui demande à être marquée. Demande à être marquée. Ça, attention, c'est comme preuve d'amour suprême, de dévouement total. Enfin, oui. Ça, je ne sais pas si on l'a vu dans d'autres mélodrames comme. Non, c'est unique. C'est vrai que c'est unique. C'est ça que j'aime tout particulièrement chez lui, c'est dans cette nuit où j'ai relu donc le Père Goriot, et où j'ai découvert d'ailleurs à cette occasion beaucoup de choses, parce que Balzac, en même temps, c'est un écrivain historique, c'est-à-dire qu'il nous dit des choses sur le Père Goriot, et à travers le Père Goriot, il nous dit des choses sur la Révolution française, parce que le Père Goriot a fait fortune dans le commerce des fournitures aux armées, on dirait aujourd'hui, des armées de la Révolution. On est quand il écrit ça, en 1934, on est très peu de temps, 30-40 années après la Révolution. Donc, comme nous sommes plus près de la Révolution que nous sommes aujourd'hui près de la Seconde Guerre mondiale. Donc, lui-même se souvient, et encore, dans le livre, quand il parle de faire de l'argent, il envisage, si vous vous en souvenez, d'aller jusqu'en Ukraine, chercher du blé. Oui, donc c'était tous ces petits détails-là nous aident extraordinairement à comprendre même le comportement d'un homme d'affaires, parce que Goriot n'est pas du tout un imbécile, il a été un grand homme d'affaires.
il a fait fortune. Et maintenant, il a né l'amour qu'il a certainement refoulé pendant quelque temps et qui ressent maintenant pour ses filles, le pousse à, je ne dirais pas dilapider, mais le pousse presque à détruire la fortune qu'il a bâtie. C'est ça qui nous avait beaucoup frappé à cette relecture. On a fait évidemment des lectures de plusieurs passages avec Aznavour, avec d'autres acteurs du film, avec Jean Daniel. Et c'était, chaque fois, on découvrait quelque chose de nouveau. On se disait, mais où ça va s'arrêter ? Où ça va s'arrêter dans cette descente d'un étage à l'autre dans une œuvre humaine. Alors que Goriot, lui, monte d'un étage à l'autre et se retrouve au sommet de la maison parce que, comme il a de moins en moins d'argent et que le loyer coûte moins cher au fur et à mesure qu'on s'élève, il s'élève jusqu'au Galta. Jusqu'au Galta, oui, tout où à il fait. meurt. Oui. Et dites-moi, il me semble que vous avez reculé l'action de 10 ans, non, pour une question de costume. Je n'ai aucun souvenir de ça. Parce que il me semble avoir... Parce que le roman est des années 30. Alors le roman, lui, oui, mais l'action se passe dans les années... 1920, 1820. 1820, mais il me semble à la Restauration, quand même. C'est ça, mais il me semble que vous avez reculé encore de 10 ans pour ne pas avoir d'homme en culotte, mais en pantalon. Ah oui, c'est vrai. Hein, c'est vrai, cette histoire. C'est vrai, oui. Pour ne plus avoir les culottes Charles X. C'est ça. Oui, c'est ça, oui. Et d'autre part, c'est une production extraordinairement luxueuse. Hein. Jean-Daniel Verhaeghe a eu un argent fou pour la faire. Non, si vous entendez. Enfin bon, en tout cas, moi j'ai 2,5 millions d'euros pour 100 minutes de film et 24 jours de tournage. C'est quand même pas mal. C'est pas mal, mais 2,5 millions, pour l'époque, c'est pas... en tout cas, pour l'époque, c'était bien. Et donc, l'un des choix que vous avez fait, parce que quand même, donc d'abord tourner en Roumanie, tous les intérieurs. Pour des raisons d'économie. Oui, tous les intérieurs en Roumanie, puisqu'il y avait des maisons qui ressemblaient tout à fait aux hôtels particuliers parisiens. Évidemment, vous faisiez venir tous les accessoires de Paris, hein, pour avoir les costumes, les meubles, enfin et tout. Et surtout, me semble-t-il, vous avez resserré toute l'action dans la pension Vauquer pour essayer d'être le moins possible dans le Paris de Balzac, qui était quand même difficile à reconstituer. Impossible. Impossible. C'est tout à fait impossible de reconstituer les rues à l'époque de Balzac aujourd'hui. Il faudrait les grands studios hollywoodiens des années 20 ou 30, et c'est hors de question, même pour la production d'un long film, un film de long métrage. Alors parlez-moi de la pension Vauquer un peu. Eh bien écoutez, j'en ai gardé des souvenirs un peu vagues, parce que mais j'ai quand même passé quelque temps, puisque nous avons fait des dessins, nous avons pris des photos. La pension Vauquer était située de l'autre côté du Panthéon, hein, oui. vers la rue Tournefort. Ouais, c'est ça, oui, pas loin de la rue Mouffetard, dans ce quartier-là. Dans le 5e. Et donc on est allé se balader là-bas pour respirer un peu l'air du quartier. On a fait des croquis. Évidemment, nous avons, comme toujours, regardé des documents d'époque de très très près. Il faut savoir que quand un film comme ça se prépare, on fait une opération étrange qu'on appelle le dépouillement. Alors, le dépouillement, ça consiste à faire de grandes listes des choses qui nous sont indispensables. Vous parliez des accessoires. Les accessoires, il faut avoir des listes très précises pour qu'au moment du tournage, on ne court pas après un bijou, après une robe, après une chaise, Il faut que ce soit très très précis et très préparé à l'avance. Il y a des gens dont c'est le métier. Il y a des gens qui savent où on peut, à Paris, louer tel costume de 1835, pour combien de temps et pour quel prix. C'est un métier. C'est des loueurs de costumes, les loueurs de calèches, de fiacres, existent encore aujourd'hui. Donc ça, c'est un travail pour chaque film historique qui a été fait pour le Père Goriot. Une partie, contrairement à ce que vous avez dit, mais une partie a été trouvée en Roumanie. Une partie des objets, oui. Une partie des objets, en particulier les assiettes, les plats, les choses comme ça n'ont pas été
amenées là-bas, elles étaient, disons, sur place, dans le petit studio qui avait été aménagé là-bas. Mais à part cela, c'est un tournage qui a été sans histoire. La préparation normale avec les lectures que l'on fait toujours, Aznavour était extrêmement attentif et très, comment dire, très demandeur de détails et d'explications, très demandeur de détails d'époque. Mais comment on se saluait, comment on se serrait la main, comment on se tenait-on à table, comment mangeait-on, etc. Comment donnait-on sa fourchette. Vous voyez, tous ces détails-là. C'est l'école de l'Actor Studio, ça. Oui, l'Actor Studio, c'est autre chose. Hein. C'est de chercher en soi ce qui correspond ce souci de coller à la situation, de coller à l'époque, de coller à la fonction. C'est aussi c'est quand même le cinéma en général. Oui, d'accord. Oui, l'Actor Studio, c'est plutôt une école d'acteurs, hein, que de technique ou de... Oui, non, mais je veux dire pour Aznavour. Alors, il paraît qu'il a été accueilli comme une vedette en Roumanie quand il est arrivé. Partout, il a été reçu par le roi. Nous ne nous en rendons pas compte ici, mais c'est la plus grande vedette de langue française dans le monde. Oui, bien sûr, bien sûr. Il est connu partout, il fait encore des concerts. C'est quelqu'un qui a chanté avec Sinatra, qui est ultra connu et ultra sympathique. Très, très... Je me rappelle, j'étais avec lui à une maison dans le Midi de la France. J'étais chez lui une fois. Et moi, j'ai passé mon adolescence dans un bistrot très modeste que tenaient mes parents à Montreuil-sur-Bois, et où il y avait un jukebox. Et je parle des années 47-48, hein, nous sommes loin. Dans ce jukebox, il y avait donc des chansons, et j'en mettais. Il y avait un chanteur qui s'appelait Georges Hulmer, et qui était très célèbre à l'époque. Et un jour, je dis à Aznavour, je lui dis, il y a une chanson dont je me souviens, que j'aimais beaucoup, qui s'appelait « J'ai bu ». J'ai bu, j'ai dit des mots qui passaient dans mon âme, mais toi dans ta petite tête, etc. Et il me dit, mais tu sais que c'est moi qui ai écrit les paroles. Ah bon, il écrivait des paroles à l'âge de 16 ans. Déjà à cette époque-là. Oui, mais avant la guerre. Incroyable. Charles, il a acheté les fonds de plusieurs maisons d'édition de chansons. Il possède 60 000 titres de chansons. Je ne parle pas des siennes, hein, évidemment, d'autres chansons. C'est un empire. Et c'est un type merveilleux parce qu'il a fait beaucoup pour son pays. Il a été même ambassadeur culturel. Il est très engagé pour l'Arménie, bien sûr. Oui, très bien engagé. sûr. Et moi, je n'ai eu avec lui, dans les 2 fois où nous avons travaillé ensemble, que des souvenirs épatants. Il avait un bureau où nous allions de temps en temps faire des lectures pas loin de Richelieu-Drouot, et là aussi, il nous recevait, il nous servait à boire, mais on travaillait dur, c'est-à-dire il demandait vraiment des détails aussi précis que ceux desquels je vous parlais tout à l'heure. Voilà, pour le reste de la distribution, ça s'est fait normalement. Je ne vois rien de particulier à dire. Rastignac, donc Malek Zidi, il est bon. Hein, il est bon. Il a joué plusieurs fois avec Jean Daniel, y compris dans Les Thibauts. Je crois qu'il a repris dans Les Thibauts. Il est très bon, Rastignac, je trouve. Et Marouchka Detmers. Alors, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Ah oui, c'est vrai, je ne sais pas ce qu'elle est devenue non plus, mais en tout cas, dans ce film, elle est très bien. Elle est formidable, elle est belle, elle est désirable. Très belle. Et c'est une de ces comédiennes, ça arrive quelquefois aux comédiens, qui tout à coup disparaissent brutalement. Quelquefois, ils se marient, ils s'en vont à l'étranger, ils changent de métier. Cela peut arriver à tout le monde. Mais Marouchka était une vedette à un moment donné. Et elle a... maintenant, ça fait vraiment bien une bonne dizaine d'années qu'on n'a pas parlé d'elle. Je ne sais plus de quand est le film, je ne me rappelle plus de quelle année, vous le savez 2004, je crois. 2004. Oui. Dites-moi, et Tchéky Carrillo en vaut un alors? Alors, Tchéky n'a pas le physique qu'avait Michel Simon quand il a joué Vautrin. Vous avez vu ce film? Oui, dans le Vautrin de Pierre Billon. Oui, qui était un Vautrin extraordinaire. Merveille, oui. La scène où il dévoile
parce qu'il est modestement vêtu en prêtre. Et on veut vérifier s'il a des marques s'il a la dans son cicatrice, dos. la fameuse cicatrice. Il enlève sa soutane et il découvre un torse extraordinairement musclé de boxeur. C'était un plan très impressionnant. Il n'a pas la gueule de Michel Simon, mais je trouve qu'il s'en sort pas mal. Il a, Vautrin a dans le livre et dans le film un grand monologue dans lequel se trouvent les principaux éléments du monde balzacien. Si on analyse ce texte, qui évidemment est plus court dans le film que dans le livre, de manière assez précise, on y trouve tous les étages de la société balsacienne, tous les détours, tous les corridors, toutes les relations secrètes, tout est indiqué d'une manière qu'on peut trouver cynique, et qui certainement l'est, mais qui a fonctionné, en tout cas, pendant un certain temps. C'est dans ce discours qu'il y a la fameuse expression « les savates du bon Dieu », qui a inspiré un film à Jean-Claude Brissot. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, personne n'a vu la référence à Balzac dans ce film de Jean-Claude Brissot qui s'appelait « Les savates du bon Dieu ». Et les savates du bon Dieu, ce sont tous les pauvres, les faibles, enfin ceux qui se laissent avoir, quoi. Et Vautrin explique à Rastignac qu'il ne faut jamais faire partie de cette catégorie-là, et qu'au contraire, il faut être parmi les vainqueurs, quoi. Enfin, peut-être je vous l'ai déjà dit dans nos précédentes rencontres, mais on trouve dans Balzac des choses qui se trouvent partout ailleurs. Et on se demande même, par exemple, je vous donne un exemple étonnant, dans Proust. Proust aimait beaucoup Balzac, il l'a dit souvent, il l'a même, non pas parodié, mais imité. Et il y a à un moment donné, dans une des grandes envolées du baron de Charlus, vous savez, de temps en temps, il se lance dans des grandes tirades où il mêle un peu tout, sa vie privée, la vie publique, les hommes, les femmes, les mœurs, le temps, etc. Et à un moment donné, il parle des malheurs de sa cousine, la princesse de Cadignan. Or, la princesse de Cadignan est un personnage de Balzac. Ce qui est étonnant, c'est qu'un personnage de fiction, dans Proust, et c'est un des hommages les plus élégants que l'on puisse rendre à un autre auteur, c'est de faire figurer un personnage de ses livres dans le sien. C'est-à-dire que Charlus soit un cousin de la princesse de Cadignan, ça, je trouve ça enchanteur. C'est délicieux. Oui. Écoutez, mais moi, il me reste à vous souhaiter une très bonne projection. Le film n'est pas très long, rassurez-vous. Et très bien donc, filmé. La discussion, nous l'aurons, vous et moi, puisque... Oui, non, mais il n'y a pas vraiment de discussion à avoir, je ne crois pas. Bah, si. On va pas dire que Balzac a commis l'erreur de ceci. Nous, peut-être. Non, mais justement, c'est de comparer quand même, parce que nous sommes quand même beaucoup de Balzaciens ici, comparer notre lecture du roman avec l'interprétation que vous en donnez, ça va être intéressant. Oui, vous pouvez le faire, oui, bien sûr. Merci. Mais moi, je n'étais pas du tout prévenu, donc je ne peux pas rester parce que j'ai un autre truc à faire. C'est pas grave, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de présenter ce film, et nous allons le regarder avec beaucoup de plaisir. Okay, très bonne projection. Ce qui est quand même très frappant dans ce roman et dans ce film, c'est que le roman en contient 4 ou 5. Nous avons l'histoire d'Anastasie de Restaud et de Marsay, et ça c'est la nouvelle Gobseck, dans laquelle elle va vendre ses diamants. Nous avons l'histoire de Nucingen, c'est la maison Nucingen, et nous avons tout l'avenir de Vautrin, qui est Illusion perdue et splendeur et misère des courtisanes. On voit bien à quel point c'est un roman carrefour. Enfin, c'est le roman central de la comédie humaine et celui qui a donné naissance à tous les autres. Même s'il est de 1934, après tous les autres. Et Victorine Taillefer, évidemment, voilà, on l'a vu déjà dans La peau de chagrin. Non, c'est Pauline dans La peau de chagrin. Non, mais on va la voir dans quoi ?
dans l'Auberge rouge. C'est dans l'Auberge rouge qu'on la voit. Donc, bon, voilà un roman dont chaque personnage va reparaître dans les romans suivants ou a déjà paru dans les romans précédents. C'est vraiment une technique extraordinaire qui est la mère de la série télévisée, de la série cinématographique. Et à l'heure actuelle encore, tous les cinéastes rêvent de faire ça. C'est quand même... Alors maintenant, je vous demande à vous votre avis, à vous qui êtes lecteur de Balzac et à vous qui ne l'êtes pas. Janine. Alors attends, on va te donner un micro. Non, il faut que tu parles dans le micro, sinon, voilà. Sinon, ça ne sera pas enregistré. Et il faut que le débat soit enregistré. Donc tu tiens le micro comme ça. Non, moi j'ai beaucoup apprécié l'adaptation et surtout le rôle tenu, le père Goriot avec Aznavour, extraordinaire. Et ce que tu disais aussi sur le fait que ce roman contenait plusieurs, il y a certains moments, si les joies, à propos de la petite Victorine, si les joies d'un bal eussent vermillonné leurs joues, etc., elles auraient pu, et ceci, cela. On a une espèce de roman, parle dans le disais micro tout à l'heure, de roman qui pourrait se faire, oui, un roman qui pourrait se faire et dont on a les éléments au lecteur d'imaginer à partir des données, en particulier pour Victorine. Hein. Si oui, les joies c'est-à-dire d'un que... bal, si elles avaient pu avoir les joies d'un bal, elles auraient été aussi ceci, cela. On imagine. C'est ce que j'ai appelé à certains moments des réserves. Les réserves au sens pictural du terme. Il y a des blancs et au lecteur de les remplir. C'est ça. Et comme tu dis, il y a finalement en germe énormément de romans de la comédie humaine. Oui, donc les vrais, ceux qui ont été écrits et tous ceux qui n'ont pas été écrits. Oui, absolument. Et qui sont de façon virtuelle, à l'état de réserve, comme tu dis. Et ça, c'est quand même le génie à l'état pur, ça, d'arriver à faire un roman qui en contienne une bonne douzaine, prêts à être écrits et qu'ils le seront ou qu'ils ne le seront pas. C'est formidable. Alors, je regrette qu'il n'y ait pas eu à la fin la remarque de Madame Vauquet que j'ai trouvée absolument extraordinaire quand elle dit à la fin on a vu bien des choses et en particulier on a vu Louis XVI avoir son accident. Oui, ça, depuis... elle le dit ça dans le film. Elle le dit dans le film. Ben oui, elle le dit j'ai dans pas le film. entendu ça. Si, elle le dit dans le film. Dit. Nous avons vu Louis XVI avoir son accident. L'accident de Louis XVI, c'est assez drôle, effectivement. Mais tu vois, j'ai raté ça, j'ai pas entendu. Mais alors, je trouve que Marouchka Detmer, c'est vraiment excellente en Madame de Beauséant. Hein. Oui, c'est remarquable. Et comme le disait Jean-Claude Carrière, cette scène est magnifique. Et je ne sais pas si Madame de Beauséant est un personnage aussi secondaire que ça. Hein. Elle est quand même très capitale dans ce film-ci. Et son intrigue avec le marquis d'Ajuda Pinto est extraordinaire. D'ailleurs, ce qui m'a frappé, c'est qu'elle l'appelle José. Ça, oui. Jamais dans le roman, non. Elle ne l'appellerait José. Enfin, c'est pas possible. Il y a des choses comme ça, quand même, qui sont un peu choquantes. Le fait que Vautrin monte dans sa chambre avec un jeune homme, tout de même. Jamais Balzac non, ça c'est pas possible. Mais bon, il est vrai qu'au cinéma, si on ne montre pas les choses, il n'y a pas le sous-entendu, la connotation, ça n'existe pas au cinéma. Voilà, c'est ça le problème. Et donc, il faut vraiment qu'on voit Vautrin monter dans sa chambre avec un jeune homme pour comprendre qu'il a des tendances homosexuelles. C'est quand même pourtant, un peu grossier. Le dialogue dans le jardin est quand même, me semble-t-il, suffisamment... Oui, c'est déjà assez explicite, mais pas assez encore. Et je crois que c'est la grande réflexion. C'est la différence entre le roman et le cinéma. Le roman a beau être prolixe, il suggère tout le temps. Le cinéma concentre tout en 1h30 et pourtant il en dit trop. C'est quand même assez remarquable, ça. Attends, le micro, s'il te plaît. Ah oui, c'est un téléfilm, bien sûr. Non, mais de toute façon, absolument. Une autre chose aussi qui m'a amusée, c'est que
on fait venir Rastignac d'Angoulême. Angoulême, c'est Lucien de Rubempré. Et donc, il ne vient pas du tout d'Angoulême, il vient de Rastignac, puisque il vient d'une terre du Midi, de Charente, qui s'appelle Rastignac. Mais évidemment, le faire venir d'Angoulême, c'est créer un lien de plus avec Illusion perdue, et donc ça peut se justifier. Enfin, c'est une façon encore de tisser des liens entre les romans. Ce que le téléfilm fait très bien, je trouve d'ailleurs. Hein. Quelqu'un a une remarque? Oui? J'ai une remarque. Alors, parle bien dans le oui, micro. Oui. J'ai une remarque en revenant un instant en arrière sur les tendances homosexuelles de Vautrin. Sur la pension Vauquet, sur le mur, il y a une plaque où on voit personne. Pension des deux sexes et autres. Ah oui, c'est extraordinaire, ça. C'est un peu. Je ne suis pas certain qu'en 1834, on aurait pu envisager un truc pareil. Voilà. Non, mais cette plaque a fait couler beaucoup d'encre. Et à quoi pensait Balzac en mettant les deux sexes et autres? Est-ce qu'il pensait vraiment aux inversions? Je ne sais pas. À ton avis, Janine, à quoi pensait-il quand il a mis les deux sexes et autres? Je pense au troisième sexe. Tu penses qu'il pensait vraiment au troisième sexe? L'homosexualité, oui, ça me semble. Donc, en fait, cette plaque est la mention la plus explicite, voilà, tout à fait, de tout le roman, parce que à aucun moment Vautrin n'est soupçonnable d'homosexualité dans le roman. Non. Si. Oui, mais oui. Qu'est-ce que c'est qu'un regard? Ah bah si, quand même. Non, et puis évidemment, le fait de vouloir l'embarquer dans cette folle... alors évidemment, Vautrin ne va pas réussir avec Rastignac, ce qu'il va réussir avec Lucien de Rubempré, évidemment, parce que Rastignac est moins vulnérable, a plus de sens moral et tout. Avec Lucien de Rubempré, il arrivera à tout ce qu'il voudra. C'est-à-dire que non seulement il arrivera à une relation sans doute avec lui, mais il arrivera à lui faire faire les pires infamies, ce qu'il n'arrive pas à obtenir de Rastignac. Mais tu vois, tes doutes sur pension des deux sexes et autres, moi j'ai jamais eu de doute. Tu n'as jamais eu de doute, toi? Non, je ne sais pas ce qu'en pensent les lecteurs, là, mais il me semble au contraire que c'était ça vous bien. Paraît très clair, donc ça? Ça me paraît très clair, oui. Bon. C'est le troisième sexe. C'est amusant parce que la neige que vous voyez, c'est vraiment la neige réelle, c'est pas du tout du décor, parce qu'il faisait -5 en Roumanie quand ils ont tourné, et le producteur leur a dit: vous avez beaucoup de chance parce que d'habitude il fait -15. Donc les pauvres, ils ont beaucoup souffert quand même pendant ce tournage, parce qu'il faisait très très froid, c'était en plein hiver. Alain? Oui, simplement une remarque, mais c'est une impression. J'ai l'impression que la pension Vauquer, telle qu'on la voit dans le film, est surdimensionnée. Moi, j'ai le souvenir de quelque chose de plus miteux. Enfin, ou en tous les cas, si ce n'est pas miteux, c'est moins luxueux. Parce que, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, évidemment, cette pension n'a de bourgeois que le titre. Hein, c'est une pension crasseuse, miteuse, qui sent mauvais, enfin bon et tout. Seulement, le problème, c'est que dès qu'on met un décor un peu ancien, de nos jours, où tout le monde est meublé chez Ikea, ça fait luxueux. Mais c'est un décor minimal du 19e siècle qu'il y a dans cette pension. Oui, mais il y a de l'espace quand même. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des... Enfin, je sais pas, la représentation qu'on a quand on lit, hein, chacun se fait son image. Bien sûr. Puis, je n'ai pas relu depuis quand même quelques temps, mais j'avais souvenir quelque chose de plus étroit, voilà, mais bon... Non, et puis c'est l'unique décor intérieur du film. Donc il faut pas désespérer. Il fallait quand même qu'il ait certaines dimensions, parce que tout se passe dans la salle à manger, et avec quand même cette construction en étage qui est tout à fait intéressante. Qui est très réussie. Qui est très réussie. Et surtout, bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est le regard de Rastignac, qui observe le père Goriot en train de tordre ses bijoux, ses métaux, le regard qu'il lance en haut, en bas, et comment il observe, et comment cette maison
devient le microcosme de toute la société. Parce que le père Goriot, il est non seulement en plein quartier latin, mais il a une fille à la chaussée d'Antin, chez Nucingen, une fille au Faubourg Saint-Germain, chez Monsieur de Restaud. Et donc cette pension joue le rôle d'un microcosme, c'est sûr, de la société parisienne. Alors moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est les nombreuses allusions à Paris bourbier. La boue, ça revient beaucoup. Et dans le roman aussi. C'est vraiment le grand thème de ce roman dans lequel, vous le savez, enfin moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus, les noms sont extrêmement déterminants. Vautrin qui se vautre dans la boue, Vauquet qui ne vaut rien, enfin, et Goriot, le Goré. Donc on a une espèce de comédie animale dans ce roman qui se joue dans les noms des personnages et qui est dominée par cette atmosphère de bourbier, de boue parisienne. Le monde est un bourbier. Et Madame de Nucingen est prête à laper toute la boue qu'il y a de sa maison à celle de Madame de Beauséant pour se faire inviter au bal. Donc la boue, c'est l'élément déterminant finalement, qui est l'élément commun à tous ces personnages finalement. Ils se vautrent tous dans la boue et Rastignac les voit. Son regard est déterminant. C'est lui qui voit tout ça et qui comment dire, qui observe au scalpel cette société dans toute sa vérité la plus honteuse, la plus perverse. Oui, Sylvie, le micro pour Sylvie. Mais je trouve que Vautrin, l'acteur était extraordinaire. C'était un... Tchéky Carillo. Ah, extraordinaire. Il est très bon, oui, oui. Et que le texte qu'il dit, lui aussi résume une société noire et sans le moindre espoir, entièrement vouée aux purs intérêts, prête à piétiner tout. Il est un peu le philosophe de la... C'est vrai. Voilà. Et en plus, curieusement, alors qu'il est bagnard, il est peut-être le plus innocent de tous. Ça, c'est très intéressant, parce qu'il incarne le mal, et en même temps, c'est un mal d'une innocence extraordinaire, parce que les deux filles sont quand même gratinées. Enfin, je veux dire, elles sont bien pires que Vautrin. Et d'ailleurs, il le dit, moi, j'ai jamais trahi personne. Et c'est très intéressant, cette réflexion sur le mal dans ce roman qui est le roman central, parce que Balzac a beaucoup réfléchi à la question du mal, et je crois que dans ce roman, le mal, c'est vraiment à la fois le mal qu'on commet, c'est le mal qu'on subit, et c'est le péché. Mais on a... Goriot est le Christ de la paternité. Hein. On sait bien, on connaît cette magnifique formule, le Christ de la paternité. Et alors Jean-Claude Carrière disait, mais qu'est-ce que Balzac, à 30 ans ou 34 ans, peut connaître à la paternité? Alors j'ai réfléchi à cette question que posait Jean-Claude Carrière et je me suis dit, Balzac ne connaît peut-être rien à la paternité, mais il sait ce que c'est que d'attendre des visites qu'on ne reçoit jamais. Il a passé quand même toutes ces années de pension à attendre la visite de sa mère, qui ne venait pas le voir, la visite de son père, qui ne venait jamais, et il a connu cette solitude terrible des mal-aimés. Et je crois que finalement, c'est en transposant son expérience d'enfant martyr, de collégien martyr, qu'il a réussi à créer un père martyr. Parce que c'est toujours la même chose. Enfin, je veux dire, ne pas être aimé et aimer plus qu'on aime, c'est quand même l'expérience cruciale. C'est quand même l'expérience déterminante. Et
tous les personnages du roman la connaissent, que ce soit Madame de Beauséant, qui est en train de mourir d'aimer, que ce soit Madame de Restaud, dont l'amant est en train de la ruiner, donc ne pense qu'à l'argent et pas à elle, que ce soit le père qui est en train de mourir de soif. Il dit bien, j'avais soif d'aimer, j'avais soif d'elle. Et la soif est un élément aussi qui revient constamment chez Balzac, comme si c'était quelque chose de fondamental, enfin d'originel. Il y a cette soif originelle de Balzac enfant, mis en nourrice dès sa naissance, et qui a été privé de l'affection de sa famille. Enfin, moi, il me semble que c'est comme ça. Et Rastignac, c'est aussi Balzac, jeune homme, qui va faire son droit à Paris, qui n'a pas d'argent, qui a une famille qui est pauvre, qui doit s'acheter des gants et qui voudrait bien aller dans le monde. Donc on a toute l'expérience personnelle de Balzac à 20 ans, hein, qui est dans ce roman, et qui se transforme en expérience de, finalement, l'amour de l'enfant Balzac, l'amour frustré de l'enfant Balzac peut être symbolisé par tous les amours du monde. Il dit bien, d'ailleurs, j'ai peint dans mon œuvre toutes les formes de la paternité, mais ça veut dire toutes les formes de l'amour. Et toutes les formes de l'amour malheureux, surtout, bien entendu, hein, parce que c'est celui-là qui est intéressant, c'est l'amour malheureux, c'est pas l'amour heureux, bien sûr, pour le roman. Il n'y en a pas beaucoup, d'ailleurs, d'amour heureux dans le roman. Si, il y a Delphine de Nucingen et Rastignac, mais Rastignac... évidemment, il a compris quand même ce que valait Delphine de Nucingen, quand même. Hein. Delphine de Nucingen, qui n'est même pas venue au chevet de son père malade, mourant. Et puis, oui, alors ce qu'on ne voit pas dans le film, il y a une image, moi, qui m'a toujours frappée et que je suis très surprise de ne pas voir dans le film, ce sont les deux voitures armoriées mais vides qui suivent le cortège funèbre du père. Et ça, c'était une très belle image de cinéma, mais ça devait coûter très cher, sûrement, les deux voitures armoriées mais vides. Mais pourtant, c'était d'un symbolisme extraordinaire. Qui a des questions encore? Ah oui, il y a une chose aussi, la scène de Delphine de Nucingen allant au bal, on voit bien que c'est cette scène qui a inspiré Proust. Hein, dans le bal de Madame de Guermantes, vous savez, quand elle met les chaussures rouges et qu'elle refuse absolument d'entendre parler de son parent qui va très très mal, et qu'elle dit non, mais moi je vais au bal, donnez-moi mes chaussures rouges, etc. Donc là, c'est très net que Proust est complètement inspiré par Balzac, hein, évident. Mais qui Balzac n'a pas inspiré ? Franchement. Oui, Dominique Bourrel. Pardon, c'est pas Dominique, c'est Jean-Luc Bourrel. Oui, je pense que Balzac a quand même été influencé par le roi Lear. Ah, tout à fait. Oui, sauf qu'il n'a pas mis de Cordelia. Oui. Mais Anastasia, hein, c'est quand même pas... C'est pas loin. C'est pas loin. Il n'y a pas de Cordelia, mais il y a Anastasia et Delphine. Et c'est vrai que le père Anastasia et Delphine, c'est Regan et Goneril, je crois. Oui. Oui. Non, mais attends, donc Cordelia, c'est qui alors dans le Roi Lear ? Dans le Roi Lear, c'est la troisième fille. C'est la troisième fille, c'est qui ça. refuse dans la première scène de dire qu'elle aime son père. Et elle est reniée par son père, alors qu'en fait, c'est quand même elle. C'est la seule qui l'aime réellement, voilà, c'est ça. Et oui, il y a une étudiante d'ailleurs qui est en train de beaucoup travailler sur Balzac et Shakespeare, et elle fait un travail remarquable à l'heure actuelle. Oui, Shakespeare, très important. Source capitale pour Balzac, oui, très inspiré par Shakespeare. Tu as raison de le souligner.
D'autres questions? Olivier? Une remarque? Non? Bon, bah alors nous allons clore ce débat en regrettant évidemment l'absence de Jean-Claude Carrière qui avait compris qu'il devait seulement présenter et non pas animer le débat. Je vous remercie de votre présence et de votre participation à ce débat.